Bonjour mesdames et messieurs, un petit vidéo qui nous sert à faire une petite tournée d'inspection ensemble de ce qu'est le compresseur Trident, un compresseur Audi qui existe d'ailleurs dans la vraie vie, alors regardons-le de plus près. On n'a pas de vue d'ensemble pour nous permettre de le regarder adéquatement, mais on va se promener d'une plage à l'autre, puis je vais essayer de vous expliquer sa méthode de fonctionnement dans cette vidéo aussi. Les vidéos qui suivront auront beaucoup plus un lien avec les tendances et ou opérations que vous aurez à faire lors de vos cours sur le simulateur Trident. Alors, commençons tout de suite. Bien évidemment, on fait ici face à un compresseur qui est un compresseur centrifuge. On verra tout à l'heure d'ailleurs que c'est bien le débit et non pas la pression qui nous apparaît intéressant. Donc, c'est assez simple. Hein? On se retrouve avec un gaz qui sort d'un procédé. Ce gaz-là sert avec un liquide. On pourrait penser, si vous avez besoin d'un exemple, à un reformeur catalytique, hein, duquel ressort le reformat, c'est-à-dire les coupes d'essence, ainsi qu'un mélange d'hydrogène et autres gaz C1, C4. Donc, on se retrouve à la sortie du procédé avec un mélange liquide gazeux. Le mélange liquide va évidemment aller dans le bas du ballon séparateur et on va évacuer ça vers une autre unité. Le gazeux, lui, va retourner à l'intérieur du compresseur. On peut suivre les lignes jaunes ensemble ici, les lignes jaunes pâles, et on retourne au procédé. L'élément principal, c'est évidemment le débit qu'on verra dans une autre image. Il y a aussi évidemment la partie du compresseur qui est le petit contournement ici qu'on verra un peu plus tard. Donc sur ce compresseur là, on va retrouver quoi? Bien, regardons et jetons un petit coup d'œil. On va retrouver une turbine qui alimente le compresseur, turbine qui reçoit de la vapeur à haute pression. Cette vapeur là fait tourner la turbine au nombre de tours désirés. En l'occurrence, c'est le SC600 qui contrôle tout ça. Et sur le steady state, il a été mis à 8100 tours minute. Évidemment, sur une turbine, on a évidemment un condensat qui va être rejeté et une vapeur aussi qui va être rejetée. Alors, on peut toujours suivre le chemin. Hein. Quand la vapeur, on l'alimente et quand la vapeur ressort, elle ressort principalement ici et va se retrouver dans un ballon de condensat dans lequel, évidemment, on a beaucoup de condensat et un médium refroidissant qui est un échangeur tubulaire. On le verra un peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais il reste des vapeurs qui ne sont pas condensées. Ces vapeurs-là, bien, on va les prendre et on va s'assurer de les condenser, évidemment, complètement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est prendre la vapeur dans un hooker, donc dans un brise-vide, amener la vapeur vers un premier échangeur, amener la vapeur vers un deuxième échangeur, et par la suite, tous les incondensables, donc on peut penser à l'azote, à l'oxygène, hein, qui aurait pu traîner dans le circuit, puis vont se retrouver ici. Ce qui était condensable, c'est-à-dire l'eau, hein, de notre vapeur, va se retrouver dans notre circuit et revenir dans notre circuit complètement. Soit pour aider le refroidissement, ou soit sortir vers le stockage des condensats. Voici qui résume un peu l'ensemble de notre plan ici. On voit aussi ici un petit plan de l'huile, mais ce n'est pas très intéressant. Regardons-là d'un autre schéma. Ça, c'est le schéma qu'on avait vu tout à l'heure. Je poursuis donc avec l'accouplement, hein, entre notre turbine et notre compresseur centrifuge. Qu'est-ce qu'on trouve d'important ici? On trouve la vanne d'alimentation de vapeur, hein, qui nous alimente. On voit ici le tonnage à l'heure, hein, 12,13 tonnes à l'heure. Donc on parle d'une turbine quand même assez considérable et d'un débit plus qu'important. Le 8100 tours minute, on le retrouve aussi sur cet écran-là. Ce qu'on retrouve d'autre d'important ici, c'est les Emergency Security Shutdown, donc tous les éléments qui pourraient permettre d'éteindre la turbine en cas de problème et ou le compresseur en cas de problème, mais évidemment de façon automatique, donc en cas d'urgence. Vous remarquerez que ce qu'on retrouve ici, c'est une sécurité sur la survitesse, donc si on viendrait aller trop vite, on aurait une sécurité qui pourrait éteindre la turbine. On pourrait aussi retrouver ici des éléments de température, évidemment, hein, pour ne pas avoir des températures trop hautes. Et bien sûr, à différents endroits, autant ici, là que ici, des indicateurs de vibration, donc qui, une fois encore, à certains niveaux, pourraient nous permettre de mettre en arrêt la turbine. Donc ici, je vous dirais que vous pouvez jouer avec le débit, jouer avec la vitesse et vérifier que les vibrations à la turbine et au compresseur ne sont pas trop importantes. Voici peut-être le point important de cette section-là.
On va retrouver en 4 donc toute l'huile de lubrification. Cette huile-là, on l'a vu un peu dans notre première image. Hein. Cette huile-là va nous servir bien sûr aux seal joints et aux autres éléments nécessaires à la lubrification, autant de la turbine que du compresseur. On peut voir les joints ici alimentés par le système d'huile. Donc cette huile-là va nous servir à lubrifier adéquatement toutes nos pièces mécaniques rotatives principalement. On retrouve quoi ici? Bien simplement un réservoir dans lequel on peut mettre de la vapeur. Ça, c'est lors des démarrages quand la viscosité d'huile n'est pas adéquate. On retrouve ici 2 pompes. Hein. Une pompe qui fonctionne sur de la vapeur et une pompe qui fonctionne sur moteur électrique. Donc, c'est intéressant de constater qu'on a 2 types d'alimentation pour permettre, je dirais, une plus grande fiabilité totale de nos installations. Donc, si on vient à manquer de vapeur, bien on a toujours le réseau électrique. Perdre le réseau électrique et perdre le réseau de vapeur en même temps m'apparaîtrait quand même un peu incongru, avouons-le. 2 pompes avec leur réseau standard. De là, évidemment, cette huile-là est pompée, amenée vers des filtres. Il n'en a qu'un en utilisation. On voit ici ce qu'on appelle une vanne à 3 voies ou une three-way valve. Cette valve-là va présentement alimenter le filtre A qui va nous permettre de contrôler avec le PC 527 la pression que l'on retrouve dans nos pièces mécaniques qui ont besoin d'être lubrifiées. On va aussi retrouver quoi d'autre? Bien évidemment, le PC contrôle quoi? Contrôle la sortie des pompes. Et si pression trop grande ou trop petite il y a, bien, il y aura mouvement de la vanne pour s'assurer de garder le point de consigne égal égal à ce que l'on voit, c'est-à-dire le PV, l'indication en temps réel. On a aussi un PDI qui va vous intéresser. Pourquoi? Parce que c'est le différentiel de pression entre l'amont et l'aval du filtre qui va nous permettre de savoir à quel moment on alterne de filtre, bien évidemment. Et on va retrouver quoi d'autre? Bien, cette lubrification-là va entraîner évidemment un excès de chaleur dans notre réservoir. On veut un réservoir à plus ou moins 60 degrés, comme on le voit très bien au TI 532. Et c'est la voie de contournement des 2 échangeurs qui fonctionnent avec les eaux de refroidissement qui vont nous permettre de chauffer plus ou moins. Donc évidemment, quand mon huile arrive ici, si la température de sortie des fils telle que lui au TC 501 est trop grande, ce qui va arriver, c'est que cette vanne-là va fermer, un peu plus d'huile va passer dans l'échangeur et on va se retrouver avec une température plus froide. Voici ce qu'on aurait à dire sur l'huile. Bien sûr, dernier point, peut-être, on voit très bien ici le HS 527A qui sert à quoi? Qui sert de commutateur pour prendre le contrôle de la pompe électrique et pouvoir ainsi la démarrer. Donc, si je voulais en prendre le contrôle, je basculerai en mode manuel et par la suite, je pourrais m'amuser à démarrer la pompe, chose qui n'arrive pas pour l'instant puisque je suis gelé sur l'écran. Mais voici les étapes que j'aurais eu à faire. Évidemment, quand elle est en mode automatique, bien, vous le verrez dans les détails de vos cahiers, mais quand la pression baisse trop, bien, de façon automatique, la pompe à moteur démarre. Donc, ce n'est pas à l'arrêt de cette pompe-là, mais bien une pression telle que lui ici qui est trop basse que va démarrer la deuxième pompe, toujours évidemment pour protéger l'intégrité de l'équipement. En l'occurrence ici, sa lubrification. Si vous voulez un plan plus rapproché des filtres de lubrification, ils sont ici. Vous avez les évents qui, lors d'une permutation, vous le verrez dans les procédures que vous avez dans votre cahier, qui va permettre évidemment de remplir nos filtres tout en laissant sortir l'air lors d'une permutation de filtres. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire autrement là-dessus. Si je vais maintenant au plan 6, la Seal Oil. La Seal Oil, ça sert à quoi? L'huile d'étanchéité, devrais-je dire. Ben, elle va évidemment nous servir à étanchéifier le gaz qui passe à l'intérieur du compresseur et s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de gaz. Donc, de l'huile qui va évidemment
rendre l'opération de ce compresseur-là plus sécuritaire, puisque le gaz à l'intérieur, particulièrement si c'est un gaz dangereux et ou inflammable et ou toxique, va rester assurément à l'intérieur. Cette tuile-là fonctionne sur le même principe que lubrification, donc je ne m'étends pas sur les deux pompes qui sont exactement pareilles. Je ne m'étends pas non plus sur les filtres, puisqu'elles ont la même utilité. Ce qu'il nous reste à voir, c'est évidemment notre réservoir, hein, ce qu'ils appellent le V353, le Seal Oil Overhead Tank. Donc, notre réserve d'huile, en cas où nous perdrions nos deux pompes, hein, bien, il y aurait quand même une réserve d'huile qui pourrait se rendre pour étanchéifier le compresseur jusqu'à son arrêt dans une situation d'urgence. Donc, notre huile va se retrouver, dans certains cas, contaminée par notre gaz. Et une fois contaminée par le gaz, on va l'envoyer dans les vents que nous avons ici, vidanger les incondensables avant de retourner l'huile dans son réservoir. Pour le reste, bien, c'est identique à l'autre. Je vous épargne les détails. La vue rapprochée des filtres, bien sûr. Ici, peut-être une section un peu plus détaillée de ce que nous avons vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le refroidissement des incondensables. Vous retrouverez ici, évidemment, la pompe en fonction, toujours le même principe. Ici, c'est la vapeur qui actionne à peu près l'ensemble de nos pompes. Et le moteur électrique qui est là au cas où on aurait besoin. Toujours le même principe, un commutateur qui nous permet de reprendre le contrôle en manuel. Si jamais elle part de façon automatique, ce qui est le cas présentement, c'est parce que le niveau à l'intérieur de notre condenseur est trop bas et à ce moment-là, la pompe va trop haut, pardon. À ce moment-là, la pompe va partir pour évacuer les condensats. Le niveau trop haut, évidemment, pour entraîner des bris mécaniques de la turbine, parce qu'on peut penser que si aucune pompe ne vidange les excès de condensat, l'eau pourrait retourner à la turbine à ce moment-là. Donc, on a le détail de ça. On a aussi le détail de la sortie des condensats. On voit très bien que la sortie excédentaire, si on suit le petit signal, est relié au LC700. Donc, quand le niveau monte, la vanne a tendance à ouvrir pour garder un contrôle de niveau. On peut aussi dire que nous avons ici un échangeur tubulaire. On le voit un peu mal, mais c'est ce que l'on a. C'est à peu près tout pour ça. Il y a un autre échangeur qui sert à aller recevoir on a mis de la vapeur au seal joint ici pour étanchéifier la turbine. Il y a un peu de cette vapeur-là qui sort. Elle ne sort pas dans le réseau principal de sortie de la turbine, mais bien là. On peut penser que ce sont des quantités négligeables. C'est pour ça qu'ils ont un échangeur tubulaire uniquement pour lui, pour condenser ces vapeurs-là et les amener tout simplement au drain. La dernière page qu'on va regarder ensemble, c'est la section du compresseur. C'est la page que vous allez le plus souvent opérer parce que beaucoup des paramètres clés de ce compresseur-là s'y retrouvent. La première chose, le FC240, le débit d'alimentation liquide à l'unité. Donc, si je reprends mon exemple de reformeur catalytique, nous avons ici une coupe de naf qui entre à l'intérieur de la section de procédés. Il va y avoir une transformation moléculaire du naf, un reformage. Ce reformage-là doit se faire dans les reformeurs catalytiques. Et dans un reformeur catalytique, pour ne pas coquer trop rapidement le catalyseur, on a donc une injection d'hydrogène. Donc, on peut penser que le naphte arrive de ce côté-là, si on prend cet exemple-là, et que l'hydrogène arrive de l'autre côté pour protéger les catalyseurs. Par la suite, on l'a dit, mélange liquide gazeux qui sort ici, le liquide est évacué. Nous voulons une pression en amont du compresseur qui est stable. C'est pour cela que nous retrouvons le PC200, tout juste à la sortie de notre ballon. Donc, la pression sera stabilisée par quoi? Par l'évacuation des excès de gaz du ballon V500 vers d'autres procédés. Donc, une fois notre pression stabilisée, une fois la vérification de nos températures faite, nous pouvons acheminer les débits tels que demandé au FC204. Donc, les débits gazeux entrent et ressortent du compresseur. Vérification de la pression, vérification des températures, bien évidemment, qui ont monté vu la compression des gaz et l'ajustement des débits par le FC200. C'est l'élément principal que vous devrez opérer de façon adéquate. Pourquoi? Parce que ce sera votre rôle de stabiliser
stabiliser cet envoi-là de gaz à une autre unité. Vous êtes ici une utilité, donc vous servez un autre procédé. Votre rôle, quand vous l'opérez, c'est évidemment de garder ce chiffre-là le plus stable possible. On sait très bien que parfois, un compresseur pourrait manquer de gaz s'il y avait un problème ou autre. On a donc évidemment une ligne de recirculation, donc on peut voir que plutôt que d'acheminer le gaz vers le procédé, on va acheminer le gaz vers son aspiration pour s'assurer de garder un débit minimum d'entrée. On peut aussi remarquer qu'ici, on a ce qu'on appelle le Process Buffer Gas qui va entrer ici dans le compresseur. On a accès ici, même si ce n'est pas tout à fait nécessaire. Ce gaz-là, on en parlera un peu plus tard. C'est un peu technique. Vous me permettrez de ne pas en parler maintenant. L'autre chose, évidemment, notre débit minimum va être ajusté ici. Donc, au cas où nous perdions nos débits gazeux, à quel moment la boucle va s'enclencher pour faire la recirculation? Bien, si je clique sur le FC210, qui est un peu notre boucle de recirculation, on peut remarquer que le point de consigne est à 223,9 et que le débit est présentement à 254. Donc, on pourrait supposer qu'ici, de façon très prompte, ça viendrait à s'arrêter. Et donc, cette boucle-là, bien, quand on aura atteint le minimum de débit, eh bien, elle va pouvoir ouvrir. Dans ce cas-ci, elle est particulière, elle n'est pas fixe, elle va pouvoir bouger dans le temps. Mais ça sera vu lors d'une autre vidéo. Alors, voici la petite introduction au compresseur Trident. J'espère que vous avez apprécié. Merci, bonsoir.